Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, toujours avec cette notion d'élasticité plane en coordonnées polaires, on arrive maintenant à un cas général. On va essayer de voir donc toute la procédure complète concernant la résolution d'un problème plan en coordonnées polaires, de la distribution de contraintes jusqu'au calcul d'une flèche, d'une poutre courbe, si vous voulez. Non. Le but de cette application est de calculer la distribution de contraintes et le vecteur de déplacement à n'importe quel point, donc d'une poutre courbe plane soumise à un moment, donc ou bien une force quelconque à son extrémité. Il s'agit d'un problème général dont la distribution des contraintes n'est pas forcément symétrique. D'accord? Donc pour cela, donc, on va prendre une poutre courbe donc de rayon A intérieur et de rayon B extérieur, donc soumise à un chargement extérieur donc de valeur concentrée P sur la face AB. D'accord. La courbe, pour simplifier, elle fait 90 degrés, donc entre AB et CD, donc on peut prendre n'importe quel. D'accord. Pour cela, on se donne une fonction phi de r θ qui est égale à f de r sinus θ qu'on va essayer d'utiliser pour déterminer la distribution de contraintes en n'importe quel point. Ayant cette distribution de contraintes, donc, je calcule le vecteur de déplacement en n'importe quel point. D'accord. Et enfin, donc, je vais supposer que cette face-là est encastrée. D'accord. Et je veux calculer donc la flèche maximum ici dans la direction R, si vous voulez, dans cette direction R. C'est ce qui m'intéresse dans cet exemple. D'accord. Donc, bien sûr, le fait de choisir f de R sinus θ, donc, vous trouverez dans la littérature ou bien dans les références, c'est une fonction qui est bien spécifique, qui répond à ce type de problème, donc, où on a une force horizontale appliquée donc, sur la face A. D'accord. Donc, première des choses, c'est vérifier que f phi est une fonction biharmonique. Donc, ça, c'est l'étape 1. C'est-à-dire que nabla 4 de phi est égal à 0. Je répète donc, phi biharmonique, ça ne veut pas dire phi une fonction dérivée. J'insiste sur ça parce qu'une fonction dérivée doit avoir trois étapes. D'abord, elle doit être biharmonique. Et puis, elle doit me donner une distribution de contraintes. Et puis, cette distribution de contraintes, elle doit vérifier toutes les conditions limites de charge. C'est pour ça qu'en passant par ces trois étapes, on dit que la fonction est une fonction D. Donc, ça, c'est très important. Par contre, si la 4 de phi est égale à 0, c'est une fonction biharmonique qui peut ne pas me donner donc une distribution de contraintes. Et dans ce cas, donc, je dois chercher une autre fonction. Donc, avec cette fonction-là, donc, est-ce qu'elle est biharmonique? Il suffit de la remplacer. D'accord? Si je la remplace, je vais calculer ce terme-là. D'accord? D2 phi sur dr2 plus 1 sur rd phi sur dr plus 1 sur dr2 d2 phi sur dθ2. D'accord? Je vous laisse le soin de faire ces dérivés et je retrouve donc cette expression-là. D'accord? Cette expression-là, je vais la dériver par elle-même. Donc, d'accord? Puisque j'ai la même chose, j'aurai donc d2 au lieu de f ici, d2 sur d2r2 plus 1 sur rdr sur r2 sur r moins 1 sur r2 de la quantité d2f sur d2r2 plus 1 sur rdr sur dr moins 1 sur r2f de r est égal à ça. D'accord? La même chose, je vous laisse le soin de développer tout ça et de retrouver votre forme finale de votre équation différentielle, donc en quatrième degré, en fonction de f. Bien sûr, la solution est toujours du même type, hein, c'est toujours le même type de solution, donc c'est pour ça que je vous conseille de revoir un petit peu ce type de solution parce que vous en aurez besoin de temps en temps pour résoudre ces types d'équations. Donc, ça me donne une solution de type f de r qui est égale à r3 plus b sur r plus cr plus dr log r, que je vais maintenant la remplacer dans phi et dire que cette fonction-là est une fonction biharmonique, AR3 plus B sur R plus CR plus TR log R sinus θ. D'accord? Bien sûr, A, B, C, D maintenant, puisqu'il s'agit de contraintes, ce sont des constantes à déterminer par les conditions limites de charge. Donc, je reviens sur cette deuxième étape. Donc, une fois que j'ai phi, je vais calculer la distribution de contraintes, sachant donc que la distribution de contraintes est donnée par, dans le cas général, coordonnées polaires, en général, élasticité plane en coordonnées polaires. Donc, il suffit de dériver cette fonction, donc, que ce soit par rapport à θ deux fois, par rapport à R une fois, par rapport à R deux fois, et ainsi de suite. Donc, je vous obtenez cette expression-là, sigma R, sigma θ et tau R θ. Vous voyez donc que maintenant, il y a un θ ici, donc ma distribution n'est pas forcément une distribution symétrique, puisque les trois contraintes dépendent de R et de θ en même temps. D'accord? Une fois que j'ai ceci, je veux calculer les constantes A, B, C
donc de mes contraintes, A, B et D de mes contraintes, puisque c'est disparu. Donc, ça, c'est les conditions limites de chargement. Conditions limites de chargement, donc j'ai deux faces. La face intérieure R est égale à A, la face extérieure R est égale à B. Elles ne sont pas chargées. C'est-à-dire que R et S sont nuls dans les deux cas, donc que ce soit intérieur ou extérieur. D'accord? Donc l'intérieur, la normale, c'est vers l'intérieur. Donc par rapport à S, c'est pi. J'aurai donc moins 1 et 0. Et l'extérieur, la normale, donc c'est vers l'extérieur. C'est dans la direction de R, donc ça sera 0. Donc cosinus 0, c'est 1 et puis 0. D'accord? Dans ce cas, si je remplace ici, donc j'aurai sigma R égale à 0, taux R est égal à 0. Et pour la face B, R est égal à B, sigma R est égal à 0, taux R est égal à 0. D'accord? Donc, il me reste maintenant cette face-là pour définir le P, d'accord? C'est la face θ est égale à 0 maintenant, et R varie entre A et B, donc cette face-là AB, d'accord? C'est la face AB pour θ est égal à 0. Donc, là, la normale, c'est celle-là, d'accord? Elle fait 90 degrés avec le rayon, donc ce qui veut dire R est égal à 0, et elle fait donc pi avec θ, donc c'est moins, d'accord? Cette charge-là, elle est concentrée, donc il faut que je la rends, si vous voulez, distribuée, parce qu'elle doit être appliquée sur un petit élément, donc ce qui veut dire que mon changement extérieur, c'est dp sur dr, donc dans le sens moins du rayon, et c'est pour le petit élément. D'accord? Et dans ce cas, donc, je vais remplacer tout ça ici, et j'aurai donc R, tau r θ, donc tau r θ, si vous voulez, qui est égal à, parce que c'est un M ici qui est égal à moins 1, donc moins tau r θ est égal à grand R, d'accord? Moins tau r θ est égal à moins dp sur dr. Ça sera donc tau r θ dr qui est égal à dp, et si j'intègre dans les deux côtés, j'aurai l'intégrale entre A et B de tau r θ dr est égal à P. En fait, la force concentrée, c'est quoi? La force concentrée, c'est une sommation de petites forces, c'est tout. D'accord? Ces petites forces sont bloquées sont dues à l'ensemble des θ. Donc là, si je prends ici, j'ai un tau r θ, ici j'ai un tau r θ, ici j'ai un tau r θ. Ici, à chaque fois que j'ai un petit dr ici, j'aurai un tau r θ. Si je somme les tau r θ dr, j'aurai donc la fonction concentrée P, c'est tout. D'accord? Donc, trois équations, trois inconnues. Sinus θ est égal à 0, donc ça c'est connu parce que le sinus est égal à 0, donc ça, il s'en va. Et j'aurai donc trois équations et trois inconnues. Pour R est égal à A, donc sigma R est égal à 0. Pour R est égal à B, sigma R est égal à 0. D'accord? Et pour θ est égal à 0, tau R θ dr entre A et B est égal à P. C'est troisième équation. D'accord? Bien sûr, tau R θ est égal à 0. Pour R est égal à A ou bien pour R est égal à B, tau R θ a la forme de sigma R. D'accord? C'est à peu près la forme, un signe moins presque. D'accord? Donc là, avec θ qui est égal à 0, donc on aura le tau r θ qui est égal à 0. Donc trois équations et trois inconnues, et on aura donc ces trois équations donc, qui vont me donner la solution en A, B et D. D'accord? Donc je vous laisse le choix de faire la résolution de ces trois équations. Ça me donne A est égal à P sur 2 bêta, B est égal à moins PA2, P2 sur 2 bêta, et D c'est égal à moins PA2 plus B2 sur bêta, avec bêta qui est égal à cette expression-là. Donc, si je remplace A, B, D dans l'expression de sigma R, sigma θ et tau r θ, j'aurai donc la distribution finale de sigma R, sigma θ, tau r θ en fonction de R et de T. D'accord. Donc là, pour le composant de déplacement, donc c'est simple. Je pars toujours des contraintes. Donc, que ce soit pour simplifier, donc je vais quand même utiliser ceci, sachant que A, B et D, j'ai déjà calculé, pour éviter donc de tromper avec ces expressions-là, donc qui sont un peu plus lourdes en fonction de bêta, les valeurs de A, B et D. D'accord? Donc là, j'ai la contrainte, je dois calculer la déformation pour calculer le déplacement. Donc la même chose, la loi de Hooke, la compatibilité pour me donner le déplacement. D'accord? Par exemple, epsilon R, c'est du sur dr, c'est 1 sur E sigma R moins nu sigma θ. Donc, il suffit de faire sigma R moins nu sigma θ sur E, et j'aurai donc du sur dr. D'accord? Si j'intègre maintenant, j'aurai un U, donc avec ceci, j'aurai un U, donc en fonction de R. Donc, je vais intégrer par rapport à R. Donc, j'obtiens cette expression par rapport à R en intégrant ceci, plus bien sûr une constante en θ. Et j'aurai donc le U
Rθ que je cherche. Deuxième expression, donc, état, epsilon θ qui est égal à 1 sur E sigma θ moins nu sigma R qui est égal à U sur R plus dV sur R de θ. Donc, j'utilise ceci pour calculer sigma θ moins nu sigma R. J'ai le E, donc je vais chercher dV sur dθ qui m'intéresse. C'est égal à R epsilon θ moins E, donc c'est R fois epsilon θ moins E, c'est R sur E sigma θ moins nu sigma R moins. Donc, si je remplace ici, j'aurai donc cette expression-là de R sur E, d'accord, sigma θ moins nu sigma R moins. D'accord. Donc, j'intègre par rapport à θ. Donc, ceci, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. D'accord. Ceci reste le même. Donc, et là, donc, je vais ajouter donc l'intégrale de f de θ dθ. Bien sûr, si j'intègre par rapport à θ, je dois ajouter donc la constante par rapport à R de V de R. J'aurai une constante en G de R et une constante en F de θ, d'accord? Je dois les calculer par la troisième proportion gamma Rθ. Maintenant, taux Rθ n'est pas nul. Gamma Rθ, c'est taux Rθ sur G, et taux Rθ, c'est égal à cette valeur-là, donc moins 2 AR, point 2B sur R3, plus D sur R, cosinus θ. Sachant que G est égal à E sur 2 facteurs de 1 plus nu, donc je peux replacer tout ça et faire l'égalité pour retrouver donc l'expression de f de θ et g de r. Donc on aura cette expression-là, donc si vous voulez, gamma Rθ qui est égal à ceci, elle doit être égale à tau Rθ sur g. D'accord? Donc cette expression-là qui doit être égale à cette expression-là, et en les mettant en égalité, donc j'aurai cette égalité-là. D'accord? Donc cette égalité-là, j'aurai une fonction en θ qui est égale à une fonction en θ. D'accord? Je multiplie par les R ici pour éliminer tous les R ici. Et j'aurai une fonction R qui est égale à 0, donc ici. D'accord? Donc je répète, j'ai multiplié par R pour retrouver donc dfθ sur dθ plus 1 dgr sur dr plus fθ moins g de R qui est égal à moins 4d cosinus θ sur R. Donc j'aurai, comme j'ai dit, une fonction de θ qui est égale à une fonction de θ et une fonction de R qui est égale à 0 fois R, donc par identification. J'aurai donc par identification, donc ceci en θ et ceci en R, d'accord? Si j'intègre maintenant mes équations, ça me donne fθ est égal à cette expression-là et g de R est égal à hr. D'accord? Il suffit maintenant de remplacer f de θ et g de θ dans des expressions de UR θ et VR θ et vous retrouvez donc vos équations finales du vecteur déplacement. Je répète, A, B, D, on les a déjà calculés dans les conditions limites de changement. Il me reste donc les K, L et H ici que je calcule par les conditions limites de déplacement que je vais utiliser maintenant. D'accord? Ces conditions limites de déplacement, c'est quoi? Pour U est égal à θ est égal à 0, par exemple, et pour U est égal à θ est égal à 0, donc je calcule cette flèche qui m'intéresse. Donc, c'est le déplacement suivant le rayon, c'est U. Pour θ est égal à 0, c'est égal à ce point-là. Donc, si vous remplacez U est égal à θ 0, ceci c'est 0, ceci c'est 0, et il vous reste donc U de θ est égal, ceci c'est 0, donc θ est égal à 0, il me reste L fois cosinus 0, c'est L. Donc, c'est ce que je cherche. Et j'ai des conditions limites de déplacement ici, donc c'est un encastrement, ce qui veut dire qu'à θ est égal à pi sur 2, la flèche suivant cette direction-là, donc, qui est égale à la flèche perpendiculaire au rayon, donc c'est le V, pi sur 2 est égal à 0, et bien sûr, la rotation qui est égale à 0. Donc, pour un encastrement, la flèche et la rotation doivent être nulles. D'accord? Si vous remplacez ceci, donc pour θ égale à pi sur 2, vous retrouvez cette première équation, et pour la rotation, donc vous trouvez h égale à 0. Donc h égale à 0, et ceci s'en va, il me reste L est égal à dpi sur L, donc avec D qui est égal à l'expression en condition limite de charge. Ce qui veut dire que la flèche à l'extrémité supérieure, c'est dpi sur L. Donc si vous remplacez le D par sa constante qu'on a déjà déterminée, donc on retrouve U de θ est égal à 0, c'est-à-dire la flèche ici qui m'intéresse dans la direction du V. D'accord. Maintenant, si B tend vers A, c'est-à-dire si ma structure tend vers une poutre à une seule dimension, donc supposons que je vais
tendre B vers A, c'est-à-dire que j'aurai beaucoup plus une poutre qu'une élasticité plane à deux directions. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une structure à deux dimensions, je vais tendre ceci vers une structure à une seule direction. Donc, et je vais, comme si j'ai une poutre ici, c'est la théorie des poutres classiques, donc soumise à une flèche P ici. D'accord? Si B tend vers A. C'est-à-dire, H est égal B moins A est faible devant A. On peut écrire que log B de B, c'est A, ceci, le mettre en série, donc, et en négligeant les termes de degré supérieur à 3, donc je peux retrouver U à θ est égal à 0 moins 3 pi A3 P sur EH3, qui est, vous pouvez la vérifier avec la théorie classique de poutre de Timoshenko dans la RDA classique. Donc c'est ce qu'on trouve pour une poutre courbe soumise à une force excentrée, à une force concentrée, pardon, horizontale, appliquée horizontale. Voilà, donc c'est un exemple simple concernant le calcul complet par rapport à la distribution de contraintes et au déplacement. Et ce calcul se fait par l'utilisation du fonction Berry déjà prête pour ce type de charge. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans la prochaine vidéo. Merci.